Gabès, ville tunisienne de 150 000 habitants, située au fond du golfe de Gabès, représente une importante réserve ornithologique, mais son port reçoit très peu de bateaux de croisière, environ 2 à 3 par mois seulement. Il s'agit plutôt d'un port à activité commerciale et industrielle pour le soufre, l'ammoniac, les phosphates, en relation avec les usines voisines. C'est cette activité qui a freiné l'évolution touristique locale, malgré un arrière-pays très intéressant. Dès notre arrivée au port, nous empruntons un bus pour nous rendre dans l'arrière-pays, une zone d'emblée pré-désertique, ornée de palmiers et de quelques cultures. La première étape, c'est Matmata, principale localité de la région, centre de la tribu du même nom, qui préfère pour la plupart de sa population vivre dans la nouvelle ville. Matmata est surtout connu pour ses habitations troglodytes qui servirent de refuge aux populations bombardées par les Alliés alors que la localité était occupée par les nazis. C'est dans les flancs de la montagne que sont creusées ces habitations, distribuées tout autour d'une vaste excavation habituellement circulaire de 5 à 10 mètres de diamètre et 8 à 15 de profondeur. Le fond du puits sert de cour d'habitation. Lors de fortes canicules, ce système permet de faire pénétrer la lumière tout en maintenant une certaine fraîcheur pendant l'été. Il fait 15 degrés l'hiver, 23 à 25 l'été à l'intérieur. Il faut parfois grimper à la corde pour atteindre les pièces supérieures. Le progrès a tout de même rejoint cette population qui possède eau, électricité et même parfois la télévision. Naturellement, ne vous attendez pas à trouver un ascenseur. Mais comme ces maisons sont souvent aménagées sur des terrains pentus, les habitants ont construit des couloirs horizontaux qui rejoignent la cour principale. Les maisons les plus spacieuses comportent d'autres cours à la suite l'une de l'autre, permettant d'accéder à d'autres appartements comme s'il s'agissait d'un lotissement. Parfois même, on a des couloirs en pente douce pour rejoindre l'étage supérieur. Le moulin en pierre fait partie de la tradition. Pour les plus riches, pour moudre le blé, pour les pauvres, l'orge à la base du couscous. Même si le décor fait un peu carte postale, on peut se rendre compte du mode de vie de ces berbères. Étonnamment, on trouve une baignoire, mais a-t-on seulement assez d'eau pour la remplir ? On construisait déjà ainsi il y a 3000 ans, avant l'arrivée des Phéniciens puis des Romains, qui adoptèrent ce mode de disposition pour leur résidence d'été. Nous voilà à la pointe du modernisme pour l'époque. Ici de la publicité pour l'hôtel Mahala, un 5 étoiles local. Une partie des habitants de la région ont cependant préféré des maisons en dur au toit plat, construites au ras du sol. Ce sont les mêmes qui souvent ont abandonné la maigre agriculture locale, palmiers dattiers, chèvres, pour le tourisme ou le travail en ville. Lorsque l'on quitte le village, le paysage devient rapidement désertique jusqu'à l'oasis de Douze. Nous nous dirigeons maintenant vers le sud en direction de Douze, une oasis de 30 000 habitants. On est à 490 km de Tunis. C'est la porte du Sahara.
Durant l'Antiquité, l'oasis la plus importante de la région, escale essentielle pour les caravanes qui traversaient le désert. Aujourd'hui, les caravanes sont celles des touristes qui viennent visiter les dunes du Grand Erg oriental. C'est ici le royaume du palmier dattier, les pieds dans l'eau et la tête au soleil, mais aussi celui du dromadaire, le vaisseau du désert qui se contente de promener les touristes plutôt que d'arpenter le Sahara sur des centaines de kilomètres. Le Grand Erg oriental s'étend sur 120 000 km² entre l'Algérie et la Tunisie, à 2/3 composé de dunes de sable pouvant atteindre 250 mètres de haut. Le top du top pour les balades en dromadaire, en 4x4, en carrosse ou en carte. En profondeur, une rivière presque toujours à sec, enterrée, et divers affluents qui permettent de nourrir les oasis. Le dromadaire est présent en Afrique depuis 2 à 3 millions d'années. Il rend de multiples services aux nomades qui l'exploitent pour le cuir, le lait, la viande, le transport de matériel et d'hommes. On voit même son sang mêlé au lait. Sa bosse, contrairement à une légende tenace, n'est pas une réserve d'eau, mais de graisse qui peut dépasser 100 kg. Cette graisse est présente sous la peau, ce qui facilite la dissipation de chaleur. La température corporelle est physiologique entre 34 et 42 degrés. En saison chaude, l'animal peut se passer de boire pendant 2 à 3 semaines et en saison fraîche pendant 4 à 5 semaines. Mais lorsque le dromadaire s'abreuve, il est capable d'absorber 300 litres en 3 minutes. En cas de sécheresse extrême, l'animal s'adapte en n'urinant plus, ne transpirant plus, en diminuant son métabolisme de base, en variant sa température corporelle. Lors de sous-alimentation, il est également bien équipé. Meilleure digestion des fourrages que les autres ruminants, 4 à 5 kg d'acacia par jour lui suffisent en cas de disette. Le dromadaire n'est pas près d'être supplanté par la Jeep car il reste discret, passe n'importe où et n'est jamais en panne. Petit rappel des différences entre chameau et dromadaire. Premièrement, le chameau a 2 bosses, le dromadaire une seule. Deuxièmement, les chameaux sont originaires d'Asie, tandis que le dromadaire provient de la péninsule arabique. Troisièmement, le dromadaire supporte mieux les températures extrêmes de type plus 50 degrés que le chameau. Quatrièmement, à l'inverse, le chameau est mieux équipé pour supporter les froids extrêmes de type moins 40 degrés, comme par exemple ceux du désert de Gobi en Asie centrale. Cinquièmement, le pelage du chameau est long. Le dromadaire a un pelage court, ce qui explique leur tolérance respective au chaud et froid. Sixièmement, le chameau est plus petit que le dromadaire qui est haut sur pattes. Septièmement, le chameau monte mieux en montagne, le dromadaire supporte mieux les longues marches. Et huitièmement, le dromadaire peut être agressif, le chameau est plus placide. Devant nous, une caravane telle qu'elle existait pour la traversée du Sahara, avec en plus des hommes qui marchaient à côté des dromadaires. Après cette balade sous un soleil de plomb, un rafraîchissement en milieu climatisé avec de la musique et des danses est bienvenu. Si aujourd'hui les caravanes de dromadaires sont rares, on trouve encore à Douze un marché aux ânes et aux dromadaires, et chaque année, pendant 4 jours en décembre, se déroule le Festival international du Sahara, qui rassemble les tribus nomades d'Algérie, Tunisie et Libye. Il y a des courses et des combats de dromadaires, des exhibitions d'équilibre à cheval, des danseurs et des musiciens.